Salut mes petits Azunés, merci de me rejoindre pour l'analyse, la review du chapitre, on va y arriver, 1152 de One Piece qui est sorti il y a maintenant 3 jours sur Manga Plus et le site de la Shueisha, donc de façon légale dimanche soir à 16h. Merci de votre présence et puis on va regarder ça ensemble. Jingle. Alors je tiens tout d'abord à vous remercier du fond du cœur. Il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo un peu coup de gueule dans laquelle, bon, très putaclic, hein, on est bien d'accord avec la vignette J'arrête avec la tête de Shanks, que je vous mets voilà, ici là dans le coin, que je vous mets ici en lien. Merci à vous parce que elle est devenue cette vidéo là officiellement la vidéo la plus vue de toute ma playlist One Piece. Vous êtes des gros bâtards. Je me casse le cul, moi, à faire des réactions live. J'ai 10 vues, j'ai 20 vues. J'en fais une, je dis j'arrête, j'ai pas 70 vues. On est où, là? Il vous faut du drama, mais je vais vous en donner du drama, moi. Putain. Bon, allez, plus sérieusement, on va revenir ensemble sur ce chapitre 1152 qui était, ma foi, extrêmement intéressant puisque on va commencer à rentrer vraiment dans les bails d'Elbaf avec les flashbacks. Les flashbacks, ben, c'est la patte de Oda, c'est là où il va nous raconter tout ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que les personnages qu'il nous a présentés dans les chapitres précédents sont tels qu'ils sont, pensent ce qu'ils pensent, et ont ce développement parfois incompréhensible. Nous avons appris dans un précédent flashback que Loki et Ajrodin étaient demi-frères, nés du même père Harald, le roi d'Elbaf, Feu le roi d'Elbaf, et d'une mère différente, issue de 2 tribus différentes. Bon. Alors ce chapitre-là, il est très long parce qu'il raconte plusieurs choses. On a une première partie dans le monde des morts entre tous les protagonistes dans le monde actuel, dans l'époque actuelle. On revient ensuite, milieu de chapitre, il y a donc au moment des faits de l'assassinat du roi Harald, et on finit le chapitre par encore 109 ans plus tard, je crois encore, avec la jeunesse du roi Harald. Donc c'est un flashback, dans le flashback, ça commence à devenir Inception le truc. Bon, bref. Et on commence avec Scopper Gaban, qui arrive à détecter le fluide royal que porte Zoro sur lui. Il en transpire par tous les pores. Donc c'est quelque chose, le fluide royal, qui peut être perçu par autrui dès lors que l'on a réussi soi-même à le percevoir chez soi. Comprenez ? Puisque, comme nous le dit Gaban, le fluide ne devient une force qu'après avoir été identifié et maîtrisé. Alors quoi? Est-ce que tout le monde a du fluide royal? Parce qu'il est bien dit, on peut utiliser le fluide royal. C'est pas on l'a pas, c'est on peut l'utiliser. Donc ça voudrait dire que eh bien, tout le monde en possède déjà, dans une plus ou moins grande quantité, mais qu'il faut d'abord le ressentir pour pouvoir l'utiliser. Et là, j'ai envie de vous dire, eh ben, c'est une grosse ref à Star Wars. La force. Tout simplement, le fluide royal, c'est la force. La force, tu ne l'éveilles que lorsque tu le sens. C'est pour ça qu'Anakin, que Luke Skywalker va sur la planète dont le nom m'échappe maintenant, parce que là je pars en freestyle, c'est pas préparé, qu'il va rencontrer Maître Yoda, qui va lui expliquer comment, ce qu'est la force d'abord, et lui apprendre à la ressentir pour pouvoir l'utiliser. En parallèle de cette discussion-là, eh bien, Ajrodin, Luffy, tout l'équipage, et également Scopper Gaban, discutent du bien fondé de libérer Loki et de le laisser venir les aider, à débarrasser le monde du soleil de la menace imminente de tous les monstres qu'il y a là-haut. Et Ajrodin, à cette phrase-là, il lui dit tu pourrais très bien nous trahir et coopérer avec le gouvernement, c'est ce que tu as fait ce jour-là. Et là, c'est le gros problème qu'on va avoir avec le premier déroulement du flashback, c'est qu'on va avoir une partie de la vérité. Nous voici donc plongés 14 ans en arrière, toujours sur Elbaf, où apparemment, ce jour-là,
le jour de la mort du roi Harald, Loki et le seigneur Jarl ont été convoqués par le roi. Il y a une longue discussion entre les deux hommes et l'on apprend que Loki ne peut plus blairer son père parce que ce dernier a décidé de collaborer pleinement avec le gouvernement mondial. Sa rancœur provient du fait, tout simplement, que c'est le gouvernement mondial qui a tué Rox d'Ishebek, l'idole de Loki. Nous apprenons également via les critiques que fait Loki à Jarl qu'il y a 14 ans, la politique de pacification des géants avait déjà commencé. D'accord? Et que les géants ont commencé à instruire les enfants, à les pacifier, à ne plus les apprendre à se battre, à faire la guerre. Et l'on arrive ensuite à cette fameuse double page où l'on voit la silhouette du roi Harald, entouré de gardes, se faire transpercer de toutes parts. Et là déjà, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est l'ancrage tout noir du roi. Lorsqu'on se souvient de Barbe Blanche, lorsqu'il se fait transpercer de toutes parts, il n'est pas ancré en noir, c'est pas de la censure, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si on nous cachait quelque chose qui se trouverait sur son corps. Et l'on voit bien que le roi, il n'est pas en train d'essayer de se débattre avec ses bras écartés. Les bras, ils sont serrés le long du corps, comme si il était empêché, entravé de tout mouvement. Et donc là, on peut déjà émettre une hypothèse, c'est que un pouvoir qui l'entrave, on passerait directement au pouvoir de Junko, avec les bandelettes. Bandelettes, ça serait bien, ça prend pas un volume trop important, et le fait d'ancrer la silhouette nous permettrait de dissimuler ces bandelettes. Pour le moment, c'est clairement... on est bien d'accord que là, le dessinateur, il est en train de briser le 4e mur, c'est pour nous induire en erreur. D'accord? C'est pour nous cacher quelque chose encore, qui va être très certainement développé dans le prochain chapitre, parce que je vois bien que ce flashback-là va se dérouler sur 3, 4, 5 chapitres d'affilée. Et c'est là maintenant, on va rentrer dans les bails, c'est très intéressant maintenant. Les gardes, bien écoutez, ils sont en train de le transpercer, on ne sait pas trop s'ils sont... on voit pas leurs yeux. Alors souvent ce qu'ils font, c'est que... souvent ce que le dessinateur fait, c'est qu'on va avoir peut-être un plan sur les yeux des gardes qui sont en train de pleurer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Et là, de nouveau, on aurait le pouvoir de Junko avec les flèches qui dit « Ok, tu penses pouvoir m'attaquer moi? Non, je te redirige ton attaque vers le roi que j'ai ligoté. » Peut-être. Et on arrive donc sur l'autre côté de cette double page. L'image qui m'a fait vriller parce que, voilà, c'est dès mardi. Je vous l'expliquais dans la vidéo. Dès mardi, cette image-là, elle a fuité. Et dès mardi, c'est parti en conjecture. Bon, on y voit la maison habitée par Scooper, Gaban et Ripley, il y a 14 ans, où Scooper, Gaban et Shanks le Roux sont en train de prendre un bain. Et là, dans cette case-là, il y a énormément de choses qui sont dites et qui sont importantes. La première, c'est que, donc, là, au niveau de la temporalité, on se situe 10 ans après la mort du capitaine. C'est-à-dire que Shanks est très très jeune. D'accord? Lorsque Goldie Roger meurt, Shanks est un gamin. Je ne sais pas quel âge il pourrait avoir, quel âge il a là maintenant, j'ai pas la chronologie en tête. Mais toujours est-il qu'il est jeune. Et là, donc bien évidemment, on a l'image, on va se focus sur cette marque sur le bras, mais Gaban dit quelque chose de très intéressant. Tant que ça, donc ça fait déjà 10 ans que le capitaine est mort, tant que ça, pour toi, ça doit représenter beaucoup. C'est-à-dire qu'on a bien la confirmation qu'entre le monde d'Elbaf et le monde extérieur, il y a une temporalité différente. Et on va avoir une explication de cette échelle-là, une estimation de cette différence-là, à la fin du chapitre, on y revient. Donc 10 ans, on est donc 10 ans après la mort de Roger, et on a un Shanks qui est marqué au bras par un symbole, un rond avec 2 croix comme ça. Bon. Alors on ne sait pas depuis quand il a cette marque, qu'est-ce que représente cette marque, etc., etc. On va partir en conjecture, bien évidemment, en supposition,
Il y a des choses qui vont nous être éclairées un petit peu plus tard. Shanks, il lui dit « Ma vie a changé du tout au tout. Dire que j'avais l'intention de mener une existence de pirate sans souci avec Baggy, ça veut dire donc qu'il n'est pas pirate. À ce moment-là, il n'est pas pirate. Il fait autre chose. Et du tout au tout, s'il n'est pas pirate, il est forcément ailleurs. » Un petit peu plus tard, lorsqu'ils sont en train de casser la croûte avec Gaban, il lui dit « Je l'ai croisé à Marijois, on a un peu sympathisé. » Première information, Harald est venu à Marijois. Alors pourquoi? Pour une rêverie, pour un rendez-vous avec le gouvernement mondial, on ne sait pas, certainement un entretien privé. Et surtout, on sait que Shanks était à Marijois. Donc on peut très facilement supposer que pendant les 10 ans qui ont suivi pendant les 10 ans qui se sont écoulés entre la mort de Roger et la période actuelle, Shanks est rentré à Marijois. Pourquoi, comment, on ne sait pas, et on a peut-être un indice. Quand Scopper dit « Tu es un enfant du destin, Shanks, ne te complique pas trop la vie », peut-être est-ce que ça a un lien avec ce que lui a dit Roger avant de partir, ce qui a fait pleurer Shanks. Peut-être est-ce que Roger lui a dit « Écoute, ton rôle, ça va être de rentrer chez les Dragons Célestes pour faire telle et telle chose. » Et là, suivant les traductions, on pourrait très bien ne pas être très loin du « Tu es un enfant du destin, tu es l'enfant de la prophétie ». Ça pourrait être très, très, très facilement traduit d'une autre façon. Et l'enfant de la prophétie, j'ai envie de vous dire, eh ben, tiens, on va encore cocher le bingo, Star Wars. Celui qui devait équilibrer la force et non pas la détruire. Voilà. C'est peut-être lui. Et ça serait très intéressant parce que ça voudrait dire que Shanks, en fait, toute sa vie, a été tissé de fil blanc, c'est-à-dire qu'il avait une mission toute sa vie. Et Shanks n'a donc jamais été libre de ses mouvements, n'a jamais eu son libre arbitre. On lui a dit quoi faire et il l'a toujours fait. Puis bon, il y a l'arrivée de Ripley qui arrive ensuite. Bon, il y a deux petites pages. Bon, ok, c'est sympa. Il n'y a rien de très important, je pense, à moins que ça soit tellement obvious que je ne le vois pas. Et puis on a ces deux dernières cases de la discussion entre Shanks et Scopper Gaban qui viennent te mettre un gros doute. Mais il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder sur la Terre Sainte. S'il est ici, j'aimerais beaucoup m'entretenir avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Et on voit que Gaban, il comprend pas, il tique un petit peu. J'ai eu ce sentiment-là que Shanks avait pour mission, n'était pas seulement venu voir Gaban, mais il avait pour mission d'aller voir Harald sur place. Un peu comme s'il fallait que Shanks rencontre Harald pour une raison bien particulière. Et là, j'ai envie de vous dire, est-ce que cette marque, ça serait pas la marque que l'on... un seau, ce serait pas finalement un seau, pas un seau qu'on prend pour remplir le lait, hein, on est bien d'accord, le seau, que l'on applique au fer rouge au chevalier divin, qui permet à Im-Sama de s'incarner dans leur corps, à distance. C'est-à-dire, Shanks, tu vas te retrouver devant Harald, et à ce moment-là, je déboule. Est-ce qu'il n'y aurait pas une douille comme ça? Est-ce que ça ne serait pas la fameuse marque dont parlait Kiringam, celle qui permet à n'importe qui, à Junko justement, parce que c'est elle qui les a invoqués. On se souvient que Sommers, eh bien, il avait été téléporté de là où il était en calbute sur Elbaf. Peut-être que Sommers est marqué lui aussi. Et c'est cette marque-là qui lui permet d'être téléporté, comme ça. Je sais pas, mais il y a forcément un lien entre les chevaliers divins, Im et cette marque. Il y a quelque chose, et ça m'étonnerait pas que ce soit ça. On a ensuite, en l'espace de quelques cases très sombres, toute la violence de ce qui s'est passé ce jour-là. On a des éclairs de haki énormes, on a des gens, on ne sait pas qui tambourinent à la porte, on a des soldats qui crient à l'aide, on a des giclées de sang, on a le Seigneur Garde qui se prend l'épée dans la tronche, et on a le vol du fruit du démon défendu, le trésor d'Elbaf. Et on ne voit pas qui l'a pris. Mais on se doute bien que ce n'est pas Loki, parce qu'il n'y a pas les cornes, d'accord? Dans l'ombre, on voit très bien qu'il n'y a pas les cornes. Donc, est-ce que la mission de Shanks n'était-elle pas d'infiltrer Elbaf, de tuer
Harald est de récupérer ce fruit. Et la question qui vient derrière, est-ce que cette mission-là, est-ce qu'elle était voulue ou nécessaire? Est-ce qu'elle était ordonnée par le gouvernement mondial? Et est-ce que dans ce cas-là, Shanks a commis un crime par pure obéissance? Ou bien est-ce qu'il savait que de toute façon, Harald devait mourir et que, eh bien, pour éviter, pour pouvoir jouer, pour pouvoir avoir une chance plus tard, il fallait en passer par là maintenant. On finit le flashback du flashback, cette fois on finit le chapitre, avec cette fois la révélation du chara-design de Harald, première époque, alors qu'il était jeune, et on les voit, donc on voit un petit peu tout le changement, on va dire, de traitement des géants d'Elbaf, avec des brutes sanguinaires, 109 ans en arrière, où les géants faisaient la loi. Et vous allez voir que dans le flashback d'Harald, on va se rendre compte qu'à un moment donné, le père Harald, il a fait des dingueries, ou bien son équipage a fait des dingueries, et c'est la raison pour laquelle il a décidé, ok, je vais rassembler tous mes géants sur une seule île, et on ne sortira plus jamais, et on va attendre la fin du monde. Ça vous rappelle rien comme histoire, ça? Un roi qui s'enferme derrière des murs parce que sa menace est trop importante, parce qu'il a fait des dingueries par le passé. Tu vas voir que SNK va débarrouler dans One Piece dans pas longtemps. On en reparle si c'est ça. Et là, c'est ce que je vous disais, on a une indication très importante entre le temps qu'il passe sur Elbaf et le temps qu'il passe en dehors. On a un Harald géant qui a 45 ans, mais qui correspond à 15 ans en âge humain. C'est-à-dire que le temps passe 3 fois plus lentement sur Elbaf que dans le monde réel. 3 fois 15, 45. Donc c'est 3 piles. Et ça corrèle avec ce que disait Gaban. Tu penses que ça fait 3 ans? Non, en fait, ça en fait 10. Pour Shanks, ça fait 10 ans que le capitaine est mort. Mais pour Gaban, ça fait 3-4 ans. Pourquoi? Parce que 10 divisé par 3, ça fait 3,33. Donc 3-4 ans. Donc il y a bien une temporalité différente selon que l'on soit sur Elbaf ou sur Terre. On va attendre très patiemment le prochain chapitre 1153 qui va très certainement nous raconter la vie d'Harald et surtout répondre à la question très intéressante de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Harald, qui sont les mères de Ajrudin et de Loki et qu'est-ce qui fait que Harald soit passé du pire des connards au souverain pacifique qu'il est devenu. Ce chapitre était très intéressant parce qu'il nous montre que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, par ceux qui survivent et non pas par les perdants. Loki faisant partie des perdants, des bannis. Beaucoup de questions ont été soulevées sur ce chapitre-là. Nous allons forcément avoir les réponses et on va en apprendre un peu plus sur Shanks le Roux. Est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est un agent infiltré, un agent double ou bien un connard depuis le début? Et j'ai envie de vous dire, eh bien rendez-vous au chapitre 1 de One Piece lorsque Shanks se fait bouffer le bras et que 25 ans après, on n'a toujours pas compris comment un mec aussi balèze, comment aussi badass avait pu se faire bouffer un bras par un poisson. Eh bien peut-être que c'était la seule solution pour lui de se dire ok, ben, à partir de maintenant je choisis de ne plus être soumis à la volonté de Im. Je choisis de devenir libre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait de... Il est où le chapeau? Quand il est avec Gaban, il n'a pas son chapeau. Est-ce qu'il l'a déjà donné à Luffy? J'ai pas la temporalité, j'ai pas la chronologie. Donc voilà, est-ce que Shanks, ayant rencontré Luffy et ayant transmis sa volonté, lui ayant transmis le chapeau, est-ce qu'il ne s'est pas dit, ok, maintenant ma mission, elle est remplie auprès des Chevaliers Divins, je coupe les ponts avec les Chevaliers Divins et avec Im-sama, et je vais vivre ma vie de sorte à, on va dire, faciliter faciliter le voyage du gamin vers le One Piece, vers la quête de la vérité. On va savoir ça très rapidement.
Je vous souhaite une très bonne journée, mes petits Azunés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse le soin de me laisser un pouce bleu si vous avez apprécié le format de cette vidéo, le nouveau format. Ce sera des reviews et non plus des réactions live, vous l'aurez compris. Je vous laisse le soin de vous abonner également par là si vous souhaitez être averti des prochaines sorties de vidéos manga. Vous activez la cloche bien évidemment pour avoir les notifications. Un petit message si vous pensez que mes théories sont claquées au sol. Mais je pense pas, honnêtement, j'ai raison, bien sûr. Et on se retrouve très rapidement sur Tazen Chill pour de nouvelles vidéos. Salut, ciao!